Bien, bonjour à toutes et à tous. On est très très content aujourd'hui de recevoir Dale David, qui est maîtresse de conférences en psychologie sociale à l'université de Rennes 2 et anciennement donc rattachée au laboratoire d'anthropologie de psychologie clinique cognitive et sociale de l'université de Nice, qui fait des choses extrêmement intéressantes puisqu'elle travaille sur les robots sociaux et en convoquant tout un tas de grands modèles théoriques qui sont les modèles théoriques donc de l'intégration, de l'adaptation, de l'acceptation et tout ce qui a trait à, disons, la dissémination, pas la navigation à proprement parler, parce qu'on n'est pas du côté de la technique, mais la dissémination des robots en société, avec quelque chose de qui est véritablement fondamental pour nous, c'est de ne pas considérer la société comme un cadre global, mais de sectoriser en disant dans l'éducation, dans la médecine, etc., etc. Que j'ai beaucoup apprécié de ce très bel article qui a été publié. Donc, j'en donne une version papier qui s'appelle Réflexion sur les enjeux de l'adoption des robots sociaux et qui est paru dans l'année psychologique 2024, numéro 124. Et donc, on a invité Dale à venir se joindre à nous, donc Véronique et moi, dans ce séminaire Humanibot dont on essaye de renouveler un peu les perspectives. Et donc voilà, le talk sera autour des avantages et des freins des usages des robots sociaux, avec toujours cette idée que vous défendez Dale et qui est particulièrement pertinente de toujours évaluer en même temps les avantages et les menaces, comme en quelque sorte deux faces d'un même miroir Janus que les robots nous renvoient dès lors qu'on les déploie en société. J'arrête désormais de parler. Je vous remercie encore d'avoir accepté de venir vous joindre à nous. Et puis, floor is yours, comme disent nos collègues les Anglais. Eh bien, merci en tout cas. Enfin, bonjour à toutes et à tous, hein. Merci Véronique et du coup Lionel pour l'invitation et l'organisation de ce séminaire. Effectivement, en fait, j'ai soutenu ma thèse en 2022 à Côte d'Azur et ma thèse portait sur tout ce qui était le processus d'anthropomorphisme euh, spécifique aux robots sociaux et notamment leurs conséquences, enfin les conséquences de ce phénomène-là euh, sur leur acceptabilité. Et donc là, depuis 2023, je suis maîtresse de conférence à l'université Rennes 2 au laboratoire LP3C. Et donc, je continue mes recherches autour des interactions avec des agents non humains, que ce soit des robots, l'IA ou des agents virtuels. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter différents facteurs en fait qui ont été identifiés dans la littérature comme étant soit des facilitateurs, soit des freins à l'usage, à l'adoption et à l'intégration en fait des robots sociaux dans nos milieux de vie. Mais avant toute chose, il est important de comprendre de quoi parle-t-on quand on parle des robots sociaux. Donc, les robots, de manière générale, ce sont des machines qui sont conçues pour réaliser des tâches à la place de l'humain, qui sont censées capter leur environnement, prendre des décisions et agir en conséquence. Sauf que les robots sociaux, eux, sont une catégorie assez particulière, spécifique dans le sens où en fait leurs caractéristiques leur permettent de se voir attribuer des rôles jamais attribués encore auparavant à un dispositif technologique. Et donc, quelles sont ces caractéristiques? Eh bien, enfin, en premier temps, il y a les capacités d'interaction sociale, hein. Donc, ces robots sont décrits comme des agents incarnés qui peuvent s'engager dans des interactions sociales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils peuvent agir en fait de manière socialement adaptée en fonction de leur rôle et de l'interaction. Et certains même peuvent avoir une certaine dimension affective et à ce moment-là, ils sont nommés robots compagnons. Dans les caractéristiques, il y a aussi la question de leur apparence et de leur comportement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces robots peuvent avoir différentes apparences, hein, soit zoomorphes, donc ils ressemblent un peu à des animaux, comme le robot Paro, hein, en forme de phoque, soit plus ou moins anthropomorphes. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs cette apparence anthropomorphe qui est recommandée pour ce type de robot, notamment du fait de leurs fonctions qui sont principalement l'accompagnement et l'assistance de l'utilisateur humain. Et parce qu'ils sont conçus, entre autres, pour être justement des supports sociaux, ces robots doivent être en capacité de transmettre des indices et signaux humains. Or, ces indices sont compréhensibles uniquement s'il y a une certaine similitude avec le corps humain. Et donc, dans ce contexte, leur apparence, leur voix, leur gestuelle, etc., vont être reconnus par les utilisateurs humains comme des signaux sociaux. Et enfin, une dernière caractéristique,
c'est celle de l'autonomie. Donc, c'est-à-dire que, indépendamment de leur apparence, de leur comportement, etc., pour qu'une interaction soit de qualité avec ces robots-là, il faut qu'ils puissent s'adapter à différents environnements et situations dans lesquels ils sont intégrés. Et cette adaptation, en fait, n'est possible que si ces robots sont dotés d'une certaine autonomie. On verra plus tard que l'autonomie réelle est en fait moins tant importante que l'autonomie qu'on l'on perçoit du robot, qu'on pense que le robot a. Et donc ces robots, de par leurs caractéristiques, de par le fait qu'ils sont conçus pour l'accompagnement et l'assistance humain, bah, ils sont intégrés dans des contextes de services personnels comme robots de compagnie, comme support éducatif ou de loisirs, mais également dans des contextes de services professionnels, par exemple pour l'accueil de la clientèle, comme aide au personnel soignant, etc. Donc on les retrouve potentiellement dans différents environnements domestiques, éducatifs, sanitaires et professionnels. Et que dit la littérature justement sur l'intégration dans ces différents environnements? Eh bien, dans l'environnement domestique, donc au sein des foyers, hein, ils peuvent être une assistance aux personnes vulnérables dans la réalisation de certaines tâches, par exemple, je ne sais pas, le réveil, la gestion des médicaments le matin, etc. Ils peuvent être un support de surveillance pour les personnes vulnérables, dans une démarche, par exemple, de maintien de l'autonomie à domicile ou de surveillance de maison de manière générale. Ils peuvent être également une source de divertissement et de loisirs. C'est d'ailleurs Leith et collaborateurs en 2008 qui ont démontré qu'ils pouvaient vraiment être un réel partenaire de jeu. Et ils peuvent également être un support de lien social, soit pour les membres du foyer, soit même envers des membres extérieurs. Concernant l'environnement éducatif, donc là, à chaque fois, je vous donne vraiment, enfin, c'est pas des listes exhaustives, hein, c'est quelques études par-ci par-là. Donc, dans les environnements éducatifs, donc concernant les écoles, ils peuvent être un soutien à l'apprentissage. Il y a certaines études qui montrent que, par exemple, la médiation éducative par le robot est parfois plus efficace pour certaines activités que des leçons audio ou des assistants virtuels. Et d'autres études montrent qu'ils sont plutôt bien acceptés comme camarades de jeu, mais également comme instructeurs, pardon, pour certaines activités. Pour l'environnement sanitaire, donc au sein des établissements de santé, ici les robots peuvent se voir en fait attribuer différents rôles. Ils peuvent servir de médiateurs thérapeutiques, par exemple auprès d'enfants ayant des troubles autistiques. Dans cette étude-là notamment, il me semble qu'ils ont montré que la présence du robot favorisait, augmentait les comportements, l'apparition de comportements sociaux tels que les sourires. Ils peuvent également être intégrés comme médiateurs thérapeutiques auprès de patients atteints de maladie d'Alzheimer. Et donc là, dans l'étude de vous et collaborateurs en 2014, ils montrent que en fait, ça a amélioré le bien-être des résidents et des résidentes, et notamment que ça a pu diminuer certains troubles du comportement. Ils peuvent également, ils peuvent servir comme support de rupture à l'isolement social. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans les établissements de santé, par exemple, ça peut aussi bien être entre des résidents et résidentes et des membres extérieurs, mais ça peut être aussi au sein même de la résidence. Il peut y avoir un renforcement des liens entre les résidents et les résidentes. Quand vous intégrez ce type de dispositif, ça provoque des discussions, des échanges entre les personnes. Et enfin, ça peut également servir d'aide au personnel soignant, notamment pour alléger certaines tâches logistiques. Et certaines études ont pu montrer que les personnels soignants pouvaient déclarer des réductions de charges physiques, voire cognitives. Dans les environnements professionnels, donc au sens large, ils peuvent servir ils peuvent être à des postes différents, comme guide touristique, professeur de langue, vendeur. Dans l'hôtellerie, on a pu voir certains exemples. Grosso modo, tout ce qui est tâches de service, d'accueil, voire de gestion des stocks. Donc,
En fait, avec cet exposé, on comprend quoi? On comprend que la robotique sociale a le potentiel en fait d'améliorer dans certaines conditions la qualité de vie en étant un soutien, une assistance ou encore un moyen de réduire la pénibilité de certaines tâches. Toutefois, il faut prendre en considération que ces bénéfices, en fait, les bénéfices de leur intégration ne doivent pas occulter les problématiques psychosociales et éthiques que leur intégration peut provoquer et qui peuvent, pour une part, justement, être à l'origine des freins à l'adoption. Notamment, par exemple, au sein des foyers, l'ambition d'une meilleure sécurité pourrait se faire au détriment de la vie privée, avec une surveillance constante de ce type de robot-là. Dans les écoles, si les robots sociaux peuvent permettre à l'enseignant ou l'enseignante d'optimiser son temps auprès de ses élèves, cela ne justifie pas non plus la diminution de la proportion enseignant-élève dans les classes, selon Fredin. Par ailleurs, dans les institutions de santé, quand bien même leur introduction aurait des effets positifs sur la santé des personnels soignants et des résidents et résidentes, ils ne devraient pas se substituer systématiquement à la compagnie du vivant, parce que on le sait maintenant depuis plusieurs années que l'humain, il est fondamentalement social. Donc, ces problématiques, pour une part, peuvent être à l'origine des freins à leur adoption. Et dans ce contexte, du coup, avec plusieurs collègues, on s'est posé la question du degré d'acceptabilité de ces robots. Et pour définir un peu ce qu'est l'acceptabilité, donc le processus d'acceptabilité, c'est quand même un processus long qui est en fait l'étude de l'usage effectif, c'est-à-dire comment utilisent les personnes un dispositif technologique, mais qui étudie également les jugements a priori qu'ont les personnes sur ce type de technologie avant même qu'elles aient pu interagir avec. Donc le processus d'acceptabilité, en fait, c'est selon un continuum temporel et on peut en fait mesurer l'acceptabilité à différents temps. Donc, soit avant interaction, c'est ce qu'on appelle l'acceptabilité a priori. Et donc là, on posera des questions sur pensez-vous que ce dispositif technologique est utile, facile à utiliser? Pensez-vous l'utiliser, avez-vous l'intention de l'utiliser d'ici quelques mois, années, etc. On peut aussi mesurer l'acceptabilité juste après les premières interactions avec le dispositif. Ça, c'est ce qu'on appelle la phase d'acceptation. Et pareil, on posera le même type de questions. Et enfin, on peut mesurer l'acceptabilité dans la phase d'adoption, d'appropriation, c'est-à-dire vraiment sur le long terme lorsque, grosso modo, le dispositif technologique fait partie intégrante en fait de la vie quotidienne des utilisatrices et des utilisateurs. Et donc, on a décidé de s'attarder sur l'acceptabilité de ces robots et notamment, en fait, il y a quelques années maintenant, hein, on a réalisé une scoping review, donc c'est une revue systématique de la littérature qui s'appuie sur les revues systématiques qui incluent des méta-analyses, mais dont les questions ici sont beaucoup plus larges et qui sont beaucoup plus descriptives. Et donc la question de recherche de cette scoping review, c'était est-ce que les robots sociaux en fait sont acceptés? Parce que à cette époque-là, donc moi j'ai commencé ma thèse en 2019, cette scoping review, je pense qu'on l'a commencé en 2020-2021. Et donc à l'époque, voilà, il y avait beaucoup d'articles qui commençaient par aujourd'hui les robots sont acceptés et en fait on n'avait pas encore de revue de littérature là-dessus. Je vous passe les détails méthodologiques. Donc la scoping review, elle se base sur la méthodologie Prisma. Il y a des détails soit dans l'article, soit sur OSF. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme, c'est une plateforme d'open science. Donc vous retrouvez tout le matériel, le protocole, etc. de l'étude sur cette plateforme. Et donc, au final, combien d'articles ont été extraits? Donc, on a extrait pas loin de 376 articles dans différentes bases de données et avec nos critères, selon nos critères d'inclusion et d'exclusion, on a retenu 48 articles que l'on a analysés, etc.
Et donc, là, je vais vous présenter juste les principaux résultats. Donc, quels sont les principaux résultats de cette scoping review? Eh bien, on observe que 67% des articles sélectionnés montrent que les personnes ont tendance à accepter les robots sociaux. Donc, autrement dit, les gens ont des attitudes plutôt favorables à leur égard. Et il y a même plusieurs articles, par exemple, qui montrent que les adultes âgés sont assez ouverts et positifs à l'idée d'être assistés par ce type de robots sociaux. Très bien. Ensuite, on a à peu près 11%, voire presque 12% des articles qui montrent ce qu'on appelle une acceptabilité ambivalente de ces robots sociaux. Autrement dit, en fait, il y a certains aspects de ces robots qui sont reconnus comme étant des avantages, tandis que d'autres restent des freins à leur usage. Par exemple, dans certains articles, le personnel de santé interrogé serait davantage favorable aux robots pour des tâches de rappel de médicaments, par exemple, plutôt que pour des tâches où il faut manipuler physiquement le ou la patiente. Et enfin, dans les 20% restants d'articles, bah, ces 20%-là ne se positionnent pas sur l'acceptabilité des robots sociaux de manière générale. On ne sait pas s'ils sont plus ou moins acceptés, parce que l'objectif de ces articles, ce n'est pas ça, mais c'est d'identifier les facteurs qui augmentent ou diminuent leur acceptabilité après manipulation expérimentale. Et notamment, c'est le cas de l'article de Zhou et collaborateurs en 2015 qui montre que l'acceptabilité des robots, donc le fait qu'ils soient utiles, faciles d'utilisation, l'intention d'usage, etc., change en fonction du support de présentation du robot. Par exemple, le fait de le présenter sur une image versus via une vidéo ou alors via une interaction réelle. Tout ça pour dire qu'en fait, le niveau d'acceptabilité des robots sociaux constaté à partir des articles présélectionnés pourrait aussi, on s'est déjà posé la question, si ça pouvait provenir par exemple d'intérêts industriels et financiers. Encore une fois, à savoir qu'à l'époque, donc 2019-2021, plein Covid, explosion aussi des technologies d'assistance, etc. Enfin bref, c'était en plein boom, surtout avec la problématique du manque de personnel dans les institutions médicalisées. Donc, c'était vraiment très orienté, les études étaient très orientées population vieillissante, donc population âgée et domaine de la santé. Donc, on pouvait se demander si le niveau d'acceptabilité des robots pouvait provenir justement d'intérêts industriels et financiers. En fait, on voit que les articles sélectionnés, dans les articles sélectionnés, on a pratiquement 42% qui n'ont déclaré aucun conflit d'intérêt et les 58% restants n'ont pas précisé de conflit d'intérêt ou pas, mais ça ne signifie pas qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas. Et par ailleurs, donc, ce qu'on a observé, c'est que la plupart des études ont mesuré la phase d'acceptation, c'est-à-dire juste après les premières interactions avec les robots, ou alors la phase d'acceptabilité a priori, c'est-à-dire avant même d'avoir des interactions avec les robots. Donc, soit on a mesuré juste après les interactions, soit on a donc des jugements a posteriori des premières interactions, soit on a mesuré des jugements a priori de première interaction. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a très peu d'études, donc à cette époque-là, qui mesuraient la phase d'appropriation, donc à savoir le degré d'intégration du robot dans la vie quotidienne, notamment parce que c'est des études très coûteuses, donc ce sont des études écologiques, mais qui demandent à ce qu'on intègre un ou plusieurs robots dans plusieurs foyers, voire dans des établissements médicalisés, etc., qui sont longitudinales pour voir en fait l'utilisation au fur et à mesure du temps. Et parfois, c'est aussi dans cette phase-là qu'on voit aussi comment les gens utilisent le robot, parce que parfois, enfin, la technologie de manière générale, parce que parfois, ils l'utilisent pas de la même manière enfin, ils l'utilisent pas comme initialement pourquoi elle a été utilisée. Et donc, il y a un phénomène comme ça vraiment presque créatif de l'utilisation du dispositif. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est que grosso modo, alors oui, ils sont acceptés, mais on voit que c'est surtout dans des phases a priori et juste post-interaction. Et donc, en fait, ce niveau-là d'acceptabilité pourrait s'expliquer en partie, c'est ça, en fait, par un effet, par exemple, de nouveauté ou par des jugements plutôt a priori plutôt positifs. Mais c'est lorsqu'on n'a jamais eu d'expérience avec le dispositif. Donc, dans ce contexte, à la question de la scoping review qui était est-ce que les robots sociaux sont-ils acceptés? Eh ben, nous serions tentés de répondre oui.
au vu du pourcentage élevé d'attitudes positives et d'ouverture à la robotique sociale constatée dans les articles. En revanche, il est uniquement possible d'affirmer que cette acceptabilité, elle est mesurée à court terme, comme je viens de le dire, et souvent dans des conditions de laboratoire. Et donc, elle n'est interprétable que dans ces conditions et ces contextes-là. Parce que ce sont bien les études à long terme qui permettent de statuer sur l'adoption et l'utilisation réelle de ces robots sociaux et de toute technologie de manière générale. Par ailleurs, quand on regarde auprès des personnes âgées, donc les articles qui sont plutôt orientés sur les populations âgées, par exemple, le niveau assez élevé d'acceptabilité de ces robots sociaux, en fait, pourrait ne pas relever d'un réel enthousiasme, mais plutôt en fait d'un choix par défaut. C'est mieux que rien, par exemple, face aux problématiques sociétales, notamment les institutions hospitalières en sous-effectif. Et par ailleurs, le verbe accepter en soi a plusieurs significations. Soit on accepte un objet, ce qui peut renvoyer à un véritable choix, ou bien accepter, ça peut être aussi un choix imposé et contraint. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on observe dans l'étude de vous et collaborateurs en 2014, c'est que ils ont notamment démontré que les personnes âgées interrogées dans leur étude percevaient les robots sociaux comme un mal nécessaire. C'est une expression qui a été identifiée dans les discours. Et du coup, que ces personnes accepteraient, elles accepteraient si elles n'avaient pas d'autre choix afin de faciliter la vie quotidienne et le maintien à domicile. Donc, à partir de ces travaux, la question n'était plus tellement est-ce que les robots sociaux sont acceptés, mais parce qu'on a l'impression qu'en tant que tel, en tout cas à court terme, le dispositif semble être accepté dans le sens il semble être utile, facile, etc. Mais plutôt, est-ce que leur introduction, elle, est-elle acceptable? Et donc, pour répondre à cette question, avec donc ces mêmes collègues, nous avons voulu en fait identifier les facteurs pouvant freiner l'usage, mais également l'introduction de ces robots-là. Et donc, quand on adopte la perspective de l'acceptabilité, il y a des modèles de processus d'acceptabilité où il y a différents facteurs à prendre en considération, des déterminants. Et donc, l'utilité perçue, la facilité d'utilisation perçue, le contrôle perçu et le coût sont vraiment des déterminants liés à l'acceptabilité presque ergonomique, je dirais, du dispositif. Et donc là, pour le coup, c'est plutôt des freins liés, au dispositif en soi et moins tant à son introduction. Donc on est parti juste des déterminants et on a pu voir dans la littérature, par exemple, que concernant, donc ils sont plutôt acceptés, mais par contre, quand on regarde déterminant par déterminant, c'est intéressant de savoir, par exemple, que pour l'utilité perçue, les robots sociaux manquent encore de polyvalence. Donc là, c'est une référence de 2009, mais aujourd'hui, il faudrait la réactualiser, mais je pense pas qu'il y ait plus de polyvalence que ça. Ils permettent pas des interactions aussi naturelles que souhaitées. Pour Borel, par exemple, dans les entretiens qu'a mené ce chercheur, les participants parlaient même d'interlocuteurs décevants parce qu'en fait, il y a un décalage entre les attentes que l'on a, nous, en tant qu'utilisateurs et l'interaction réelle. Et donc, cette expectation gap, en fait, engendre des réactions négatives de la part des utilisateurs. Et donc, sur l'utilité perçue, on a un bon exemple du robot Pepper de SoftBank Robotics qui a été retiré du marché au mois de juillet 2021, je crois, à l'époque. Par manque de demande. Et en fait, le titre de l'article du journaliste, c'était Nécrologie d'un robot mignon mais inutile. Et donc, on voit bien que il peut y avoir un effet de nouveauté, c'est génial, c'est ludique, c'est sympa, etc. Mais on arrive vite aux limites techniques et ces limites techniques, elles amoindrissent l'utilité perçue. Au niveau de la facilité d'utilisation perçue, pareil, c'est un déterminant, c'est un facteur majeur des modèles d'acceptabilité qui part du principe que lorsqu'on a eu une expérience, par exemple, antérieure avec une technologie, qu'importe soit-elle, ça favorise son acceptabilité.
en fait, le fait d'avoir une expérience antérieure, ben, on peut avoir l'expérience réelle de comment fonctionne, quelles sont les fonctionnalités, etc., de la technologie, et souvent, ça améliore son acceptabilité. Or, le marché de la robotique sociale, ben, il est assez restreint et difficile d'accès. Donc, on a du mal à avoir ces premières expériences qui pourraient favoriser l'acceptabilité de ce type de technologie. Et en ce qui concerne le contrôle perçu, euh, eh bien, si le robot social est perçu comme étant autonome, encore une fois, il n'y a pas besoin qu'il le soit réellement. C'est le fait de percevoir, c'est le fait que moi, en tant qu'utilisateur, j'ai l'impression qu'il prend des décisions tout seul. Donc, si le robot est perçu comme étant autonome, notamment dans la prise de décision, alors bah, ça peut menacer le sentiment de contrôle de l'utilisateur. Et ça, que ce soit pour un robot social ou pour d'autres technologies, ben, l'utilisateur, il a besoin de savoir qu'il peut intervenir, arrêter ou modifier l'action menée par un système autonome. On le voit notamment sur les études avec les voitures autonomes. Et ce qui semble ressortir un peu de la littérature aussi, c'est que les robots sociaux, ben, ils semblent d'autant moins acceptables qu'ils paraissent peu contrôlables et prévisibles. Et parce que sachant que aussi, encore une fois, les robots sociaux sont peu familiers. On est peu familier avec ce type de robot. Un dernier facteur, hein, c'est une liste non exhaustive, il y en a plein des déterminants d'acceptabilité. C'est aussi le coût. Alors le coût en termes de prix d'achat, etc., mais aussi d'image que ça renvoie. Et là, bah, typiquement pour les robots sociaux, au prix d'achat, il y a des frais d'installation, voire des frais de maintenance du dispositif à prendre en considération. Il me semble que c'est Ivanov et Webster en 2017 qui comptaient pas moins de 8 catégories de types de frais associés à l'achat d'un robot social. Et donc, plus particulièrement, par exemple, pour les entreprises, au-delà du prix d'achat, d'installation, de maintenance, etc., il va falloir aussi prendre en compte la gestion des réactions des employés, par exemple. Certains employés pourraient tout à fait avoir des attitudes favorables à l'intégration ou défavorables, donc il faut savoir gérer ça, et ça a un coût. Des clients, voire du grand public. Parce que intégrer ce type de technologie, de dispositif technologique, ça peut soit renvoyer une image d'entreprise innovante, soit ça peut renvoyer une image d'entreprise qui fait passer les profits avant les gens, par exemple, ou qui préfère les machines, etc. Et si on prend en considération du coup ces 3-4 facteurs, on voit que les robots sociaux peuvent être perçus comme peu abordables là, avec le coût, peu démocratisés parce que c'est un marché restreint et peu accessible, tout en ayant des fonctionnalités assez limitées qui répondent pas forcément aux besoins ou qui sont ou qu'on perçoit comme moins utiles. Donc tout ça, ce sont des freins au dispositif, à l'acceptabilité du dispositif en soi. Maintenant, si on s'attarde davantage sur ce qui pourrait freiner l'intégration du dispositif, et c'est notamment plutôt en termes de processus socio-cognitifs, d'interaction sociale, etc. Eh bien, par exemple, on va retrouver des facteurs, encore une fois, c'est pas une liste non exhaustive, on va retrouver par exemple l'imaginaire collectif, la catégorisation sociale et les processus intergroupes qui peuvent en être des conséquences, les perceptions de menaces ou encore la législation, l'éthique, etc. Je ne vais pas m'attarder sur la législation et l'éthique, je vais juste vous présenter les trois premiers déterminants. En ce qui concerne l'imaginaire collectif, on sait que la culture populaire en fait façonne les représentations que l'on a des robots, et notamment dans les œuvres populaires, on retrouve souvent une image dichotomique des robots, c'est-à-dire que soit ils sont décrits comme bienveillants et dans l'humanité, etc., comme dans le dessin animé Wall-E par exemple, soit ils sont décrits comme malfaisants avec la volonté de remplacer l'humain, etc. Donc par exemple comme dans iRobot. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est qu'importe qu'ils soient bienveillants ou malfaisants, en fait, ils sont toujours humanisés. C'est-à-dire qu'on leur prête toujours des caractéristiques typiquement humaines. Et donc, s'ajoute à cette conception humanisée des robots, la tendance, nous, en tant qu'humains, qu'on a à attribuer des états mentaux aux choses, aux objets.
Okay, c'est en lien notamment avec la théorie de l'esprit, c'est-à-dire que pour se forger une impression d'une personne, on va lui attribuer certains états mentaux, des intentions, des émotions, etc. Ça nous permet de mieux nous adapter à l'interaction, de se forger une impression sur la personne, etc. Ça, on le fait aussi, par exemple, avec des agents artificiels. Et donc, une conception, un imaginaire humanisé, une tendance, nous, à attribuer des états mentaux, potentiellement aussi l'influence de l'apparence des robots sociaux, parce que plus ou moins souvent anthropomorphes. Tout ça a fait que les utilisateurs, les potentiels utilisateurs humains s'attendent à ce que le robot ait des capacités, et notamment, par exemple, une certaine capacité d'intelligence, d'intention, des désirs, etc., qui peuvent en fait les rendre menaçants. Et donc, c'est notamment ce qu'on voit à travers les scénarios type technology takeover, où c'est ces scénarios où la technologie vient remplacer, se substituer à l'humain. Dans les robots, enfin dans la littérature, dans la robotique sociale, on parle aussi de syndrome de Frankenstein, hein, quand la créature dépasse le créateur, etc. Donc voilà, avoir cet imaginaire collectif mélangé, avec laquelle s'ajoute cette tendance à attribuer des états mentaux, plus l'apparence, etc., fait que ils peuvent paraître menaçants et qu'on n'a pas, peut-être pas envie de les intégrer. Quand bien même je pourrais le trouver utile, j'ai envie de mettre de la distance et j'ai pas envie de l'intégrer dans mon milieu de vie. Il y a tout aussi ce qui concerne la catégorisation sociale et processus intergroupe. Donc, en fait, via des processus socio-cognitifs, on va, comme avec nos homologues humains, encore une fois, dans les interactions entre humains, on va catégoriser socialement les robots sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va les associer à des groupes d'appartenance. Et en fonction du groupe d'appartenance auquel j'associe le robot en face de moi, ça va venir influencer la manière que je vais avoir d'interagir avec lui et de le percevoir. Et notamment, toujours à travers ces mêmes processus sociocognitifs, cette catégorisation sociale, je vais avoir tendance à interagir avec eux comme avec mes homologues humains, notamment lorsqu'en plus j'ai des ressources cognitives limitées, ce qui peut mener en fait à l'application de processus intergroupes qui sont généralement appliqués dans les interactions entre humains. Par exemple, les biais de favoritisme de groupe, les stéréotypes de genre ou encore les stéréotypes raciaux. Et là, par exemple, j'ai sélectionné 3 études qui sont assez connues dans la littérature, où, par exemple, on a attribué des biais de favoritisme endogroupe à différents robots. En fait, en fonction que le robot était présenté soit de même nationalité que les participants, soit d'une autre nationalité, on les jugeait plus ou moins favorablement. Donc ça, c'est bien des biais de favoritisme endogroupe qu'on retrouve encore une fois dans la littérature, dans les interactions entre humains. Pareil pour Essel et Hegel en 2012, qui a montré qu'on pouvait aussi appliquer des stéréotypes de genre aux robots, notamment un robot avec les cheveux un peu longs, donc genré féminin. Les participants et les participantes avaient tendance à le décrire comme étant, par des traits plus communaux, c'est-à-dire il est agréable, chaleureux, amical, etc. Alors que le robot genré plutôt masculin, donc avec les cheveux plutôt courts, lui était décrit avec des traits plutôt comme l'assertivité, la détermination, les compétences, etc., etc. Plus que ça, en fait, on préférait, les participants et participantes préféraient attribuer des tâches stéréotypées féminines aux robots féminins et des tâches stéréotypées masculines aux robots masculins. Donc, encore une fois, c'est de la littérature, ce sont des résultats que l'on retrouve dans les interactions entre humains. Et plus récemment, donc on a Bartnek et collaborateurs en 2018, pardon, mais aussi on a Disson et collègues en 2019, il me semble, qui ont essayé d'observer sur, au-delà des stéréotypes de genre, on pouvait aussi appliquer des stéréotypes raciaux à certains robots. Alors, parce qu'en fait, on s'est aperçu que les robots commercialisés étaient en fait majoritairement blancs, avec un côté un peu mécanique. Et donc, on se posait la question de si, pour familiariser à la diversité, on ne pouvait pas inclure aussi des dispositifs technologiques de différentes couleurs, comme on a différentes couleurs de peau. Et là, ce qu'ils ont, que on va avoir des biais raciaux envers les robots colorés en noir comparativement aux robots colorés en blanc. Et alors,
encore une fois, ça correspond aux résultats que l'on trouve dans la littérature entre humains. Donc, ici, par exemple, avec la catégorisation sociale et processus intergroupe, en fait, le questionnement derrière, c'est finalement leur intégration dans certains milieux de vie. Est-ce qu'ils pourraient, par exemple, renforcer certains stéréotypes ou certains processus intergroupes déjà préexistants? C'est une vraie question encore en réflexion. Et enfin, en ce qui concerne les perceptions de menaces, donc, en fait, dans la littérature psychosociale, on identifie deux types, grosso modo, de perceptions de menaces intergroupes, notamment les perceptions de menaces identitaires et les perceptions de menaces réalistes. Donc, que sont en fait les perceptions de menaces identitaires? C'est en fait quand l'exogroupe, donc le groupe auquel je n'appartiens pas, me menace, moi et mon groupe auquel j'appartiens, sur tout ce qui va être les valeurs et l'identité de mon groupe. Et notamment, si on prend les robots comme étant l'exogroupe et l'humain comme étant l'endogroupe, eh bien, les robots sociaux, du fait de leur présence, de leur fonctionnalité, de leur apparence ou encore des imaginaires qu'ils suscitent, questionnent en fait sur ce qui définit, on va dire, la nature humaine, son essence, sa spécificité, etc. Et ça peut aussi engendrer parfois un sentiment de réduction de la frontière entre eux, les machines, les robots, et nous, les humains. En ce qui concerne les menaces réalistes, donc les menaces réalistes, c'est quoi? C'est de percevoir l'autre groupe comme étant menaçant pour tout ce qui va être la sécurité et le bien-être de mon groupe. Et donc, la première crainte exprimée face à la robotique de manière générale, mais aussi la robotique sociale, c'est face à l'introduction de ces robots et de celle de se voir remplacer en fait dans le monde du travail. Parce que, encore une fois, les robots sont conçus de manière générale pour être plus performants que les travailleurs humains et ce, en coûtant moins cher, sans fatigue et sans plainte. Et avec ces robots-là, ces robots sociaux-là où la volonté d'avoir aussi un soutien, un support émotionnel et affectif, typiquement, ça pourrait ça pourrait être préjudiciable également pour des emplois de formation supérieure. La deuxième crainte exprimée aussi, c'est celle de la perte du sens de son travail. Parce qu'initialement, toute technologie ou dispositif technologique de manière plus générale, en fait, a pour objectif en fait que les travailleurs humains retournent au cœur de leur métier. Toutefois, eh bien, ça pourrait aussi avoir l'effet inverse, c'est-à-dire créer en fait des employés comme simples exécutants. Et donc là, on se reposerait encore la question de la perte de sens de son travail comme technicien, par exemple, de maintenance des machines, au lieu de retourner vraiment au cœur de son métier. Et ça peut être, donc les robots sociaux peuvent être aussi menaçants sur le fait que, en fait, c'est un dispositif intrusif qui est impliqué dans des espaces privés, enfin qui s'intègre dans des espaces privés. Et donc là, ça va interroger aussi le respect de l'intimité et notamment aussi de la sécurité. Donc, grosso modo, là, voilà, entre l'imaginaire collectif, c'est-à-dire l'idée qu'on s'en fait, par exemple, la reproduction de certains stéréotypes de genre, etc., voire les perceptions de menaces beaucoup plus largement, voilà, ça pose question, en tout cas, sur leur introduction. Et donc, cette présentation, en fait, elle visait à identifier plusieurs pistes de réflexion quant aux raisons pour lesquelles les personnes pourraient en fait être réticentes à l'idée d'adopter une technologie telle que le robot social. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la robotique sociale et son intégration réussie, donc quand je dis réussie, je l'ai noté en gras, c'est vraiment accepter, accompagner, adapter. En fait, ça semble être vraiment une question d'équilibre. Et c'est en ça que c'est assez complexe, c'est que pour que la machine soit efficace, il faut qu'elle ait un certain degré d'autonomie, mais il ne faut pas qu'elle en ait trop, parce que sinon, ça peut menacer le sentiment de contrôle de l'utilisateur et donc engendrer des réactions négatives. Par ailleurs, pour interagir avec
les utilisateurs humains. Ces robots-là ont besoin d'un certain niveau d'anthropomorphisme, donc plus ou moins un design humanoïde, on va le dire comme ça, sans être une mauvaise imitation de l'humain, parce que sinon ça risque de générer de l'inconfort. L'interaction ne va pas être agréable. Et enfin, dernier exemple, bah, dans les foyers, par exemple, le robot social doit à la fois veiller, par exemple, veiller en cas de chute ou la maison de manière générale, sans pour autant bafouer la vie privée. Donc voilà, c'est tout un équilibre qui est vraiment très complexe à trouver. Et, euh, et donc, c'est en ça que c'est nécessaire aussi d'étudier l'acceptabilité de ce type de technologie, parce que ça permet de concevoir, enfin, d'aider à la conception notamment, et de concevoir une robotique sociale adaptée et non subie. Ça permet d'identifier les mécanismes et processus psychosociaux qui sont sous-jacents à l'intention d'usage, l'usage effectif, etc. Mais surtout, et c'est le principal objectif, c'est d'identifier dans quelles conditions ces robots sociaux ou leur introduction n'est pas acceptable, euh, ou au contraire, dans quelles conditions, justement, ce type de dispositif peut vraiment être un outil d'amélioration de la qualité de vie. Donc voilà. Ben, merci en tout cas de votre écoute. Voilà, si vous avez des questions, je serais ravie d'échanger.